m'appelle Badi, Badi Bangandeka, mais tout le monde m'appelle Badi. En fait, je suis multicasquette, mais dans la musique. Au niveau de la Belgique, je trouve qu'il y a pas mal de choses qui ont changé. À partir du moment où il y a eu de l'argent dans la musique, que les artistes ont commencé à pouvoir avoir des carrières, tout s'est professionnalisé en fait. On est vraiment dans un moment où c'est hyper professionnel, pour le meilleur et pour le pire, j'ai envie de dire. Indirectement, souvent, j'ai quand même pu créer beaucoup de déséquilibres. Par exemple, moi, dans ma famille, je sais par exemple que mes oncles, ils étaient polygames, donc ils avaient plusieurs femmes et que j'ai toujours connu plusieurs tantes. J'ai subi des vacheries tous les jours sans le savoir. Et c'est ça le pire. Salut, tu peux m'appeler Moon. Moi, c'est Sid. On est les fondateurs du projet TOC. Ce qu'on veut faire, c'est mettre en avant des profils de gens passionnés, mais surtout passionnants, que ce soit par leur métier, histoire de vie ou personnalité. On sort des vidéos régulièrement, donc si t'aimes ce qu'on propose, n'hésite pas à nous soutenir sur notre Patreon qui va s'afficher juste là. Il s'affiche là. Bref, il sera en description. Tu peux t'abonner. Tu peux liker. Tu peux partager, ça nous aidera beaucoup. Sur ce, bonne vidéo. Salut. Salut. Tu peux te présenter. Alors, je m'appelle Badi, Badi Bangandeka, mais tout le monde m'appelle Badi. Quand, comment et par qui as-tu été initié à la musique? Alors, c'est une histoire d'enfance, puisque moi, j'avais pas mal de musiciens dans la famille, dont un oncle qui était dans un groupe de rumba. À l'époque, un grand groupe de rumba qui s'appelle Loke Jazz. Oh, Mario. Luka Tamwasi Omoko Bala. J'ai joué du saxo, donc c'est plus ou moins par là que j'ai rencontré la musique. Après, la musique était partout chez moi. Mais c'est vrai que le fait de côtoyer, j'avais des cousins, des oncles qui étaient musiciens, un peu plus rumba et tout ça. Et puis moi, j'étais plus la génération quand le hip-hop, parce qu'à l'époque, on appelait ça vraiment encore le hip-hop, est arrivé. Vers 90, 91, comme ça. Là, je commençais à m'intéresser un peu plus au rap, au hip-hop. Je pense que j'ai rencontré Chris Cross, Benny B, les trucs un peu qui passaient sur MTV. Après les Snoop Dogg, Dr. Dre, tout ça. Et puis voilà, donc moi c'est plus le hip-hop qui m'a happé, mais la musique en tant que telle, c'est vraiment un truc qui a toujours été là. Vraiment, j'ai pas un souvenir d'un jour de ma vie sans musique, quoi. Okay. Crois-tu que l'on est déterminé par son enfance? Ouais, je pense que on est fort déterminé par son enfance parce que c'est les premiers souvenirs et puis c'est un petit peu quand on est dans l'enfance, il y a le côté un peu féerique et créatif qu'on commence à perdre avec le temps. Quand tu crois. Ouais, voilà. Mais même une flaque d'eau, ça devient un vrai truc quand t'es enfant. Tu sautes sur les dalles. C'est vraiment quelque chose. En tout cas, j'essaie toujours. Chaque fois que je fais quelque chose, je dirais peut-être pas que je réfléchis en tant qu'enfant, mais je te dis quand même qu'est-ce qui ferait l'enfant en moi. Ouais, c'est ça. C'est toujours un peu ça. Le gamin de 17 ans, il ferait quoi à ma place? Il penserait comment? Voilà, avoir toujours cet œil et ce regard et cette un œil neuf, du coup. Ouais, un œil neuf sur les choses, ouais. Parce que le temps passe vite, on s'en rend pas compte. Mais j'ai l'impression que quand on commence à réfléchir, entre guillemets, en tant qu'adulte, on finit par se perdre un peu aussi. Quel est ton rapport avec la scène? Ça a été un rapport un peu particulier, parce qu'à la base, je suis vraiment quelqu'un d'assez timide. Donc, je me rappelle les premiers concerts, tout ça, c'était laborieux pour moi, parce que fallait... Alors, je débarquais avec la casquette et puis les grosses lunettes bien noires pour pas avoir le contact, eye contact, tu vois, avec le public. C'était vraiment un truc. Et puis, j'ai quand même eu de la chance, parce que j'ai eu des gens qui m'ont dit que je pouvais le faire. Et ça a pris du temps. Et maintenant, c'est devenu un truc, c'est vraiment ce que je préfère le plus dans la musique. Être vraiment sur scène, en contact avec le public. Et bon, tu partages. Ouais, moment de partage, ouais. Dis-moi, quel est ton rapport avec la poésie? Quelque chose qui n'est pas scolaire. je crois que la poésie à l'école, c'est pas ce que je préférais. Je sais que dans ta musique, il y a, en fait, c'est un peu entre du slam, de la poésie. Je sais pas vraiment où situer le truc, mais ouais. Je sais que c'est entre. Ouais, clairement. En fait, tu vois, moi, je me suis toujours considéré, c'est bizarre parce qu'on a beaucoup de gens fait le rapprochement avec le slam. Moi, je le voyais pas directement. C'était pas évident pour moi parce que moi, c'était juste rap. Mais comme j'ai pas le mec qui est tout le temps en train d'être dans des flows, tout ça là, je crois que c'était une manière de poser les mots et qui se rapproche de ça.
Mais après, la poésie... C'était pas dirigé, mais c'est le truc auquel ça peut un peu plus s'assimiler. Ouais, j'aime bien le truc un peu où c'est un peu posé. C'est pour ça que j'avais dit poésie, parce que pour moi, c'était pas vraiment du slam, c'était vraiment... Clairement, ouais, c'est ça. Ben, j'aime bien les beaux mots, avec les jeux de mots, les doubles sens et tout ça. Et donc, c'est vrai, mais c'est vraiment pas quelque chose de scolaire. Je crois que j'aime beaucoup la poésie dans la vie, tu vois. Ça veut dire que des fois, au creux d'une discussion, il y a des petites formules qui partent. Et moi, c'est souvent ces petites formules-là qui m'inspirent. J'ai pas de poète de référence comme ça que je pourrais te dire. Ouais, peut-être MC Solar, tu vois. Le vent souffle en Arizona, un état d'Amérique dans lequel Arizona. C'est un truc où mon rapport à la poésie, c'est ça. C'est vraiment cette poésie de la vie. Parce que je sais que... moi, il y a la musique, mais c'est vrai que même que quand j'écoute un artiste, je vais toujours écouter ce qu'il raconte, quoi. Quel est le message? Même s'il n'y a pas de message, tu vois, tu peux dire beaucoup de choses de manière différente. J'aime bien ça. C'est quelque chose que je mets souvent dans ma propre musique, d'aller chercher justement l'aspect créatif. Pas juste se dire, je vais écrire un texte, même si des fois je peux être très direct, mais j'aime bien les images, quoi. Quels sont les thèmes qui te sont chers dans tes textes? Comme je le disais tout de suite, en fait, je suis vraiment inspiré par la vie. Mais je pense qu'en vérité, je pense que le fil rouge, c'est vraiment mon rapport Afrique-Europe, j'ai envie de dire. Ça, c'est le fil rouge. Quand j'analyse un petit peu avec un peu de recul maintenant, mes projets, ça a toujours été important de mélanger qu'il y ait les deux qui s'y retrouvent, quoi. J'ai pas voulu faire le choix entre ça. Je pense que c'est vraiment un peu ma base de parler de Bruxelles, de Kinshasa ou même d'autres choses. Et par exemple, c'est vrai que aussi bien je peux partir dans des sujets qui peuvent être plus politiques ou plus sociaux, mais même en amour, par exemple, c'est vrai que on a fait Infidèle, mais c'est aussi ce rapport-là, parce que justement, qui était intéressant dans Infidèle, c'est le rapport de se dire, par exemple, moi dans ma famille, je sais par exemple que mes oncles, ils étaient polygames, donc ils avaient plusieurs femmes et que j'ai toujours connu plusieurs tantes, mais par rapport à notre rapport d'enfant qui est né ici en Europe, est-ce que ça va être considéré comme... C'est un truc qui est plus normal en Afrique. Ouais, c'est ça, tu vois, et même voilà, je dis dans le texte, ça, ouais, je veux dire, c'est dans ma culture, c'est dans ma coutume. Ici, ça va être mal vu. Et puis après, à mon positionnement d'être humain, par exemple, infidèle, c'était important. C'est une manière détournée de parler de ce rapport d'Afrique et de l'Europe, mais c'est de la manière dont c'est traité. Parce que souvent, justement, à des choses, on me dit « Ouais, mais infidèle, tous les Noirs sont infidèles, par exemple. » Surtout les Congolais, en plus, apparemment. Mais donc c'était un moyen de se dire comment traiter de la question et en même temps que ça reste du badi, tu vois, que ça reste pertinent, que ça reste avec des petites piques comme ça. Mais en même temps, ça a tout un lien avec ce que j'ai déjà fait auparavant, même si c'était plus social ou plus politique. Dans ta carrière, tu as toujours été en solo ou tu as été en groupe? En fait, j'ai commencé en groupe. Tout d'abord, je fais partie d'un groupe qui s'appelait LPC, Les Présumés Coupables. Ça, c'était vraiment au tout début. Je suis le fils de la mélodie, accorde tes oreilles répudie. Appelle-moi l'homme animal si t'es prude et pudique. Et puis, on a eu un collectif qui s'appelait Le Chant des Loups. On était plusieurs rappeurs, plusieurs groupes dedans. Et puis, quand j'ai terminé l'aventure avec Chant des Loups, j'ai commencé en solo. Je commençais en solo, sous différents noms. Et puis après, à un moment, le Badi, c'est depuis quand? Le Badi, ça fait depuis 2014, je pense, le Badi. Parce qu'avant, c'était BD Banks, je faisais d'autres trucs. Et à un moment, j'ai eu mes enfants, tout ça. Puis quelqu'un en studio m'a dit, mais en fait, tout le monde t'appelle Badi. Donc c'est ton nom, Badi, en fait. Donc, pourquoi pas rapper sous ton nom, quoi, tu vois? Il n'y a pas beaucoup d'autres artistes qui ont ce nom. Ouais. Du coup, voilà. Et donc, au début, j'étais là, non, t'as vu? Et puis après, au final, je me suis dit, c'est naturel, en vérité. Tout le monde, de ma mère à mes amis, tout le monde m'appelle comme ça. Donc, on reste sur mon vrai nom, c'est Badi, quoi. Toi qui as vu le paysage culturel, musical évoluer, on va dire sur les 20 dernières années en Belgique, qu'est-ce qui a changé? Les thématiques, les sujets phares, même les sapes? En fait, au niveau de la Belgique, je trouve qu'il y a pas mal de choses qui ont changé. À partir du moment où il y a eu de l'argent dans la musique, que les artistes ont commencé à pouvoir avoir des carrières. Parce que c'est vrai que, mine de rien, ça date que depuis quoi? Depuis 2015, vraiment, je pense, où il y a un espèce de focus. Avec YouTube, avec le fait de pouvoir se promouvoir sans passer par des Ouais, c'est ça, se promouvoir. Écoute, moi, c'est vrai que j'ai traversé diverses époques, mais ça, je pense que c'est le changement significatif, parce que du coup, on a vu plus d'artistes aller jusqu'au bout de leur vision.
Quand j'ai commencé en solo, je pense que le premier clip, c'était Stromae qui l'avait fait. Il m'a fait deux clips et puis des sons. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, bah justement, c'était la débrouille de ouf. Mais par exemple, quand lui, il est arrivé... C'est vrai que c'est un peu le premier connu qui sortait comme ouais, ça. voilà, il est sorti de là. Il avait commencé avec du rap aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et moi, je l'ai connu dans la période où plus peura, on va dire. On se déporte, et si on s'écarte, bah c'est pour se démarquer. Jusqu'à la mort, tu vas mort car t'es resté marqué. Et c'est vrai que c'était la débrouille. Mais il y avait déjà la vision qui était là, mais il n'y avait pas les moyens qui étaient mis pour pouvoir amener le truc à son paroxysme. Et lui, avec tout ce qu'il a pu réaliser, il a amené le truc à son paroxysme. Et je pense que ça a permis d'ouvrir les portes aux autres. Parce qu'on s'est rendu compte que, bon, voilà, bah, si on met de l'argent sur la Belgique, il y a moyen de sortir de gros artistes, en fait. Les artistes ont plus conscience de ce que c'est qu'être artiste. Ça veut dire qu'à l'époque, tu rappais. Tu fais genre ton truc, tu fais ta musique. Ouais, voilà, tu fais ta musique. Maintenant, quand tu vois comment ça fonctionne, les gens ils pensent à de la direction artistique visuelle, à comment faire des clips, à comment faire des contenus d'1 minute, à avoir un storytelling et tout. Donc, il y a tout, c'est professionnalisé en fait. On est vraiment dans un moment où c'est hyper professionnel, pour le meilleur et pour le pire, j'ai envie de dire. C'est vrai que maintenant, tu as même des gamins, ouais. Des gens de 12 ans qui te sortent des vidéos. Exactement, okay. Ouais. C'est carré, ils ont compris comment ça fonctionnait. Donc moi, je pense que ça, c'est le vrai changement. Et puis après, avec tout ce que ça entraîne, dans le lifestyle, dans les sapes, dans les machins, dans les coupes de cheveux, c'est devenu un vrai mouvement et un vrai business aussi maintenant. C'est vrai que maintenant, tout est mélangé dans le truc. Ouais. C'est pas juste tu fais ton truc ou t'es un styliste ou machin. Ouais. Tu vois, un jeune artiste, il peut se retrouver en contrat avec des grosses marques assez rapidement. Donc ça, c'est vraiment un truc qui a beaucoup changé, ouais. As-tu la chance de vivre de ta musique ou es-tu un homme courageux multicasquette? En fait, je suis multicasquette, mais dans la musique. C'est-à-dire que c'est pas facile parce que j'ai commencé en freelance, moi ça fait longtemps que je suis dedans. Alors chaque mois on travaille et tout, mais on a discuté en off avec toi, tu vois, j'anime des ateliers, je manage des artistes, je produis des artistes. Là je suis en train de travailler sur une expo photo par exemple. Donc je suis multicasquette, mais je pense que c'est aussi ma personnalité qui est comme ça. C'est que j'aime pas rester au même endroit tout le temps. Tu es dans le domaine artistique, mais il y a le chant qui est peut-être le pic. Ouais. Mais après, tout le reste qui reste quand même dans le domaine... Ouais. Et puis ces dernières années, je me suis justement dit que, bon, voilà, autant être artiste avec un grand A, en fait, que j'ai pas envie de moi-même de mettre de barrières ou de frontières ou de barreaux, autant assumer pleinement ce que je suis. Et je suis un artiste qui touche à tout. Ouais, et de vraiment voir le truc au sens large du terme et l'artiste avec un grand A. Après, maintenant, quand même, je trouve que ça, c'est pas un message vraiment par rapport à moi, mais par rapport aux artistes. Je sais qu'on est dans une période qui est vraiment très compliquée. Je trouve aussi, quand on parle d'argent et d'artistes, parce qu'on est dans une période où on a tendance à mettre en avant des super gros artistes qui tournent tout le temps, qui te ramènent des disques d'or, de platine et de machin. Et du coup... je pense que c'est important que les institutions et même les gens du milieu artistique aussi gardent un œil focus sur ce que nous on appelait à l'époque l'underground ou ce que moi j'appellerais aussi la nouveauté. Pas que du mainstream. Ouais, pas que du mainstream, mais qui est vrai qu'on est dans une époque très mainstream. Ouais. Donc la pop aussi, elle remonte en force. C'est ça, il y a de la pop, même le rap c'est devenu de la pop en quelque sorte, et que c'est difficile, et que je trouve ça assez difficile. Parce qu'on a tous ce méchant réflexe d'un artiste, ah ouais, vas-y, tu le découvres sur Insta, tu vas regarder son nombre de followers, par exemple. Or qu'en fait, les followers ne déterminent pas la qualité artistique. Donc, si on réfléchit comme ça, en termes d'organisation, que ce soit de festivals, que ce soit de maisons de disques, que ce soit de sponsoring, comme eux aussi, ils ont ce réflexe, moi, j'ai l'impression que ça défavorise les plus petits artistes. Donc je crois qu'il faut quand même garder l'œil focus là-dessus. Ton rapport à toi-même a-t-il changé entre le début de ta carrière et maintenant? Bon, il a changé parce qu'en fait, j'ai changé. Entre-temps, quand j'ai commencé, j'étais pas un père de famille. Là, je suis un père de famille. Je pense que j'ai changé. Le rapport aussi, comme je te dis, de voir le truc beaucoup plus large. Parce que nous, à notre époque, on était un peu des puristes, on était un peu des intégristes. Donc, quand tu fais du rap, c'est un certain type de rap et tu peux pas aller faire ce qu'on appelait du commercial où tu vas pas aller te mélanger. Tandis que maintenant, justement, je trouve que, en tout cas, ce qui m'a permis, en tout cas, d'être là encore jusqu'à aujourd'hui, c'est le fait que
j'ai jamais eu peur, en fait, de me mélanger. À partir du moment où je me suis dit, bah non, C'est vrai que c'était très codifié avant, Ouais. genre le rap gangsta, machin. Exactement, je suis un peu parti casser les codes. Et c'est vrai qu'à un moment, beaucoup de gens n'ont pas compris, même des potes m'en ont parlé, ils m'ont dit, mais on s'est dit, le gars, il est fou. Et puis après, ils se disent, mais en fait, en vérité, c'est ce que les gens font maintenant, que ce soit sur d'aller se mettre avec un groupe plutôt rock ou partir sur des trucs où c'est plus afro, genre il y a 10 piges, en disant, non, mais moi, j'ai envie de partir, moi, je suis un afro, je vais faire ça. Et c'était pas encore ça. Je pense que le fait de ne pas avoir eu peur des mélanges et de ne pas avoir eu peur, en fait, de me challenger, surtout, bah, ça m'a permis de durer aussi. Dans mon rapport aux autres, je pense que je suis quelqu'un de plus posé, mais aussi je suis quelqu'un de plus blasé aussi. Parce que quand tu fais de la musique, quand tu as un peu de visibilité, et ceci et cela, les gens vont toujours venir majoritairement pour te demander des choses. Voilà. Donc, il faut savoir, en fait, le bon dosage, parce qu'on te demande des choses et que des fois, tu ne sais pas faire, que des fois, auxquelles tu n'as pas accès. Et puis, des choses, en fait, qui sont purement dans un intérêt personnel par rapport aux autres personnes. Ça, c'est le côté blasé. Du coup, est-ce que plus jeune, tu fonçais en disant oui, sans vraiment savoir ce que toi, tu étais capable de pouvoir donner? Ouais, il y a eu ce rapport-là. Quand tu es plus jeune, en fait... T'es en mode prouve. Tu ouais, prouves. c'est ça, parce que tu as des choses à te prouver. Et tu as des choses à prouver aux autres. Et puis, en même temps, quand on vient te chercher, c'est un truc où tu te dis, ça flatte un peu l'ego, en fait. Mais au final, tu te dis, ouais, ça flatte l'ego, mais quand je vais rentrer seul chez moi, ben, en fait, en vrai, je suis tout seul. L'ego et la réalité. Ouais, voilà, je suis tout seul. Ok, l'ego, c'est gentil, mais j'étais plus méfiant avant. Maintenant, je suis plus direct. Maintenant, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que Ouais, tu voilà, vas fournir. voilà. Donc, par rapport à ça, c'est ça. Mais le côté blasé, c'est qu'à un moment, il a fallu que je me pose ces questions-là aussi. Pour aller plus loin et puis pour avancer. C'est quoi les 5 choses les plus importantes pour toi? Bah, d'abord, je vais dire la famille. Voilà, mes enfants, mes parents. Ça, c'est une première chose. Je pense que la deuxième chose, pour moi, c'est la santé aussi. Parce que, qu'elle soit aussi bien physique que mentale. Bah, tu fais rien sans. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, mais c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. Puis quand même, la troisième chose aussi, c'est... je suis quelqu'un avec beaucoup de foi, tu vois, que ce soit aussi bien spirituel qu'autre chose. Mais j'ai l'impression que sans foi, c'est beaucoup plus compliqué. Je parle pas nécessairement de religion quand je parle de même foi. la foi en soi. Hein, Voilà, la foi en soi, ça c'est vraiment quelque chose d'important. Puis je dirais l'amour et puis l'amusement aussi. Voilà. Parfait. Dans la vie, tu cherches plus l'équilibre ou le déséquilibre? Je sais pas. Pour être honnête avec toi, c'est une bonne question parce que je me rends compte que indirectement, souvent, j'ai quand même pu créer beaucoup de déséquilibre parce qu'on se cherche, parce qu'on sait pas, parce qu'on a envie de tester des choses en fait. Voilà. Mais je pense qu'avec le temps, je suis plus dans l'équilibre. Voilà. Le racisme le plus discret est souvent le plus dangereux. Toi, tu as déjà vécu des vacheries à cause de tes origines? Ben, en fait, le truc là, c'est que j'ai presque envie de te dire qu'à un moment, tu subis des vacheries tous les jours sans le savoir. Et c'est ça le pire. Parce que la carapace qui fait que ouais, tu peux passer devant. c'est ça. Après, maintenant, on est dans une époque où les gens se cachent moins. Mais on a vécu de nombreuses années où c'était, voilà, tu sais, le truc un peu black blanc beurre. Et puis... À une époque, il y avait des skinheads aussi. Ouais, c'est ça. Et maintenant, c'est pas... Mais maintenant, après, je veux dire, les skinheads, ils ont des cheveux et de la barbe, mais le fond reste là. Parce qu'en fait, au final, que ce soit, pour moi, avoir un appart, rouler dans une belle voiture... des fois, tu peux être dans une file, je sais pas moi, au carrefour. Et en fait, j'ai remarqué que les gens, ils peuvent passer devant toi comme ça, par exemple. Moi, je dis souvent, c'est soit tu es invisible, soit tu es coupable. Un peu. Donc, l'invisibilité, c'est le fait qu'on peut te faire un truc soit comme... Soit tu n'existes pas, soit tu déranges. Ouais, exactement. Donc, et c'est dans ce sens-là où je pense effectivement que ça se manifeste. Parce que soit tu vas faire peur, soit en fait, on va pas te calculer, quoi. C'est comme si tu n'existais pas. Et donc, ça, c'est vraiment le truc le plus vache, je trouve, à s'adapter, ouais. Tu dirais quoi à toi, à l'époque où tu as commencé la musique, si tu voulais te parler? Qu'est-ce que tu te dirais? Je me dirais confiance en toi, déjà. Que souvent, c'est la clé de beaucoup de choses. J'ai envie de dire étudie, en fait. Termine l'école, étudie la musique, étudie les gens,
Voilà, ne cesse d'apprendre en fait. Faut pas cesser d'apprendre. Pour finir, as-tu des recommandations, que ce soit en littérature, musique, film, expo, n'importe? Bah, comme tu as dit, Expo, je vais faire de l'auto-promo. Donc là, je bosse sur un projet d'expo qui s'appelle Café Rumba. Ça aura lieu entre le 3 mars et le 30 mars à l'espace Wirth à Excel. Donc la rumba, voilà, c'est un de mes grands amours. Donc j'avais envie de raconter la rumba, mais à travers des photos. On va un peu revenir sur la rumba à partir du premier disque enregistré, on va dire, jusqu'à maintenant. Je vous invite à venir. Ça va se passer au mois de mars, ce sera à Bruxelles, et puis je pense qu'on va essayer un petit peu de voyager avec ça. Bah écoute, merci. Merci à vous. Abonne-toi. Mets la cloche.